Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Tilium et Gamned avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Weidmeiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur high-tech en programmatique, état des lieux. Le secteur high-tech est un des secteurs pour lequel le marketing digital est central pour assurer son développement. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur high-tech dans le domaine du marketing digital ? Comment la data est exploitée par le secteur high-tech ? Quels sont les critères de performance pour le secteur high-tech dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale ? Pour en discuter, Damien Morat de Gamned, André Baden-Semper de Galaxy Media, Romuald Quin de Digiteka, Michael Arros de Valnews. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un secteur d'activité qui est très présent dans le monde de la data et du programmatique, et dans le monde digital, pour ainsi dire aussi, puisqu'on va parler d'high-tech. Et ma première question concernant ce secteur d'activité, existe-t-il des caractéristiques propres au secteur high-tech dans le domaine du programmatique et de la data ? On va commencer par toi, André. Alors oui, le secteur high-tech est particulier, dans le sens où ça regroupe un ensemble d'acteurs assez divers. Donc il y a les acteurs traditionnels du secteur high-tech, et puis il y a toutes sortes d'annonceurs qui ont des produits qui présentent des caractéristiques technologiques. Et ces produits-là, nous les étudions aussi au sein de Galaxy Media avec nos marques et nos partenaires, où nous faisons des comparatifs, des tests sur ce type de produits. Alors ces produits peuvent être des produits physiques ou des produits immatériels, logiciels, services, etc. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a une gamme de prix tout à fait large, du produit à l'achat impulsif au produit où vraiment il faut l'audience, l'acheteur va étudier finement pour comprendre les différences, ce qu'apporte cette technologie dans son quotidien. Donc oui, il y a des spécificités. Il y a des spécificités en termes d'audience, d'évangélisation des solutions technologiques. Ouais. Merci André. Damien, ta vision du secteur high-tech et surtout des caractéristiques qui pourraient être propres à ce secteur dans le domaine du programmatique et de la data. C'est vrai que la caractéristique principale pour nous de ce secteur par rapport à d'autres secteurs, c'est la complexité du parcours d'achat et du circuit de distribution. On le voit parce qu'avec des annonceurs, des marques et des retailers, type les Fnac, les Darty, les boulangers, etc., déjà ce sont deux on va dire, caractéristiques et deux contextes complètement différents. Et pour les marques, le circuit de distribution est très complexe parce qu'ils peuvent passer par ces distributeurs, mais également par des distributeurs pure player à la Amazon. Sur Amazon, ils peuvent avoir aussi leur propre corner, être revendus par des revendeurs particuliers, voire même par des particuliers. Donc on a un circuit de distribution qui est assez complexe. Et pour ces annonceurs-là, mesurer la performance du début jusqu'à la vente en magasin ou en ligne, ça peut paraître un peu complexe. Merci Damien. Romuald, chez Digiteka alors qu'est-ce que tu as pu constater en termes de caractéristiques propres au secteur high-tech ? Je vais te répondre de manière un peu plus globale. Disons déjà que sur ce secteur, il y a deux grandes verticales, la partie B2C et la partie B2B. Sur la partie B2C, on va chercher à toucher une audience qui est large, à qui il faudra raconter une histoire, fidéliser avec un sentiment d'appartenance qui va être très fort. Et sur la deuxième verticale, on s'adresse à une audience spécialisée avec des besoins précis. La B2B donc. Ouais, avec des produits qui seront moins connus mais parfois plus rentables. Si je prends par exemple Amazon qui fait les 3/4 de son bénéfice sur le cloud, on voit que ça commence à être quelque chose d'assez solide. Et enfin, il y a un autre point que je voulais évoquer, c'est une méfiance grandissante vis-à-vis des technologies. On le voit à travers différentes polémiques. Alexa récemment pour Amazon, on a peur que ça enregistre un peu trop de choses. Ou WhatsApp, dont le gouvernement veut éviter le data leakage, donc préfère faire sa messagerie interne. Donc il y a une forte suspicion à l'égard des technologies, tout simplement parce que c'est une des premières sources de collecte des données. Je sais qu'on parlera de données après. Et donc les annonceurs veulent essayer de gommer ce ressenti. Merci Romuald. Michael.
Moi, je vais rebondir sur les propos de Damien. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a annoncé. En fait, il y a effectivement une difficulté principale, c'est de ne pas maîtriser le canal de distribution principal, puisqu'à un moment donné, on est juste là pour donner envie. Donc, on a besoin de sites très affinitaires, très spécialisés pour le donner envie sur des guides, sur des tests produits, sur des actualités. Et puis ensuite, il y a une rupture de chaîne, un petit peu comme les produits de grande consommation, qui rendent assez difficile la traçabilité, la mesure de la performance et l'optimisation qui en découle. Même si on peut s'amuser un peu à faire des objectifs intermédiaires, des ordres de remboursement, des enregistrements de produits, des visites qualifiées, des vues, etc., c'est un peu compliqué. Donc on a besoin de saucissonner un petit peu ce tunnel de transformation. Et puis les 4 grandes étapes qu'on connaît sur tous les autres produits, mais encore plus là-dessus, puisqu'on est sur de l'impulsion, on est sur des attentes de disruption technologique, on est sur des événements aussi qui génèrent de l'acte d'achat, type la Coupe du Monde pour les téléviseurs, etc. Donc c'est assez compliqué. Et puis c'est vrai que aller chercher de la personne ouverte, de l'intentionniste et de la personne qui a déjà à peu près choisi son produit et qui décide ou qui hésite encore à l'acheter dans un canal e-commerce ou en direct lorsque les fabricants ont des canaux de distribution en direct et puis derrière en boutique, c'est effectivement, ça rend un peu plus compliqué la tâche, mais le programmatique permet justement d'avoir pas mal de données assez intéressantes. Alors, le programmatique et la data également. Évidemment, effectivement, mais les deux là-dessus vont de pair. Le programmatique, c'est finalement la commodité d'achat en temps réel, mais la data, finalement, ne sert de fuel vraiment pour le programmatique. Donc, le programmatique sans data n'existerait quasiment pas. Merci de le préciser, puisque la prochaine question, c'est justement comment cette data est exploitée au niveau du secteur high-tech. André ? Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on a une audience qui sont sur des sites spécialisés très avertis. Donc ces audiences vont prendre des informations au travers la toile et s'appuyer sur des journalistes spécialisés qui ont testé les produits pour se faire un avis. Donc la data, elle est plutôt vraiment dans de l'intention d'achat, mais aussi on n'est pas que à ce niveau-là dans les sites spécialisés. On remonte vraiment très souvent sur tout le cycle de vie du produit. Nous couvrons tous les événements de lancement de produits, tous les événements d'introduction du produit sur le marché avec les early adopters. Ensuite, il y a l'introduction dans le mass market, puis le renouvellement des produits. Typiquement, un telco aime bien connaître, suivre de près quand un forfait va être renouvelé sur tel appareil, à tel moment, et est-ce que l'utilisateur est en train de consommer des contenus qui pourraient indiquer ces éléments-là. Donc la data, c'est quelque chose de... On a beaucoup de chance dans ce domaine en tant qu'acteur spécialisé, c'est que c'est très riche en data. Et cette data, donc, elle est accessible pour les annonceurs. Si je reprends le dernier exemple avec les signaux indiquant qu'un utilisateur veut changer de forfait, c'est des datas que toi, tu peux fournir via Galaxy Media ? Alors, dans le domaine des médias, des marques médias, nous sommes en général sur tout le marché des early adopters nous-mêmes de technologie. Nous étions parmi les premiers à implémenter le header bidding à l'époque. Nous sommes tous équipés de DMP, évidemment de CMP. On gère tout le processing de la data avec une grande rigueur. Donc oui, en effet, ces informations-là, en temps réel, peuvent être mises à disposition, partagées. On peut travailler de manière très proche avec les annonceurs. Mais les annonceurs travaillent avec nous sur ces éléments-là. Alors, il y a 2 types d'annonceurs, comme tu disais. Il y a les annonceurs qui sont des intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils ont des produits, mais ils ne le distribuent pas, ils n'ont pas le touch point avec leurs clients. Et puis, il y a les annonceurs qui maîtrisent toute la chaîne, qui ont leur boutique en ligne, qui vendent en direct. Et puis, il y a aussi la distribution. Alors, les 2 deuxièmes de cette catégorie sont très matures, ils maîtrisent vraiment toute la chaîne. Les premiers se doivent de travailler avec des acteurs qui peuvent les accompagner dans les contenus premium, dans un environnement premium, mais aussi dans la compréhension des actes d'achat de leurs clients. Merci André pour toutes ces précisions. Damien, l'exploitation de la data dans le secteur high-tech. Alors, je distinguerai 2 types d'exploitation. La première, ça va être l'activation. Donc ça rentre dans ce que tu expliquais sur comment la data m'aide à cibler les bonnes audiences et surtout au bon moment. Et la deuxième partie, c'est la mesure. C'est-à-dire la donnée qui nous permet de mesurer
des ventes en magasin, des ventes sur un site, etc. Donc ça, c'est les deux pans que je traiterai. Le premier, c'est l'activation. Donc là, effectivement, pour des acteurs de l'high-tech aujourd'hui, on a beaucoup de capacités de ciblage d'audience très qualifiées. Donc à la fois des sites spécialisés sur les tests utilisateurs. Alors je sais que pour le coup, nous, chez Gamned, faisant partie du groupe Unify maintenant, on a effectivement ces audiences-là avec les sites comme les numériques, par exemple. Donc sur le secteur de l'high-tech, c'est vrai que c'est un peu incontournable. Pareil pour les données, on va dire, distributeurs, donc avec Amazon, voire même avec les acteurs de la grande distribution qui aujourd'hui permettent d'activer les audiences qualifiées en fonction de leur historique d'achat pour les encarter, etc. La troisième capacité pour l'activation, c'est effectivement la donnée first party, dont l'annonceur est propriétaire, l'annonceur ou le retailer est propriétaire. Et ça, aujourd'hui, tu le disais sur la partie DMP, de plus en plus d'acteurs sont équipés de DMP et s'en font aujourd'hui des cas d'usage qui correspondent un peu plus aux utopies qu'on pouvait en avoir au départ, on y viendra après, mais sur des mesures qui peuvent être différentes. Voilà. Merci Damien. Ta vision, Romuald, sur l'exploitation de la data dans le secteur high-tech. Ouais. Alors si je reprends la segmentation que j'ai fait en introduction, sur la partie B2C, l'audience est large, donc par définition, elle va être plus facile à toucher. Mais afin de s'adresser au bon public, ou alors à l'inverse, faire de la guérilla marketing, il va falloir affiner. Alors, on pense forcément à la data sociodémographique pour arriver à cibler les bons individus, mais il va y avoir aussi potentiellement des ciblages tactiques, comme un peu de contextuel, un peu de sémantique, qui va nous permettre d'être au plus près. En ce qui concerne le B2B, on s'adresse ici à une cible niche, donc par définition plus compliquée à adresser. Et c'est là où la data va faire tout son sens. Aujourd'hui, avec la data, on est capable de faire du profiling, de clusteriser des individus afin de savoir exactement quelles sont les catégories de personnes qui sont attentionnistes. Et appliqué avec des filtres en pré-bid, on va être capable de cibler uniquement les décideurs. Merci Romuald. Michael. Alors même s'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites, en fait, globalement, on peut segmenter en 4 parties les fonctionnalités natives du DSP qui peuvent être aussi intéressantes. Je suis un FAI, je suis un opérateur de téléphonie mobile. Ça m'intéresse évidemment d'aller intercepter les petits abonnés de mes concurrents. Donc ça, c'est des informations qui sont assez simples à aller chercher. Les informations de terminaux avec finalement derrière des registres qui vont éditer le listing des terminaux qui arrivent un peu en bout de course pour pouvoir justement cibler des personnes qui sont mal équipées et qui peuvent potentiellement aller chercher la nouveauté. Et puis ensuite, effectivement, il y a la first party. Là, encore une fois, étant donné que tous les fabricants poussent de plus en plus à aller enregistrer les produits pour avoir un historique, quasiment le carnet d'entretien du téléphone ou autre chose, là, on sait que globalement, sans parler d'obsolescence programmée, que globalement, à partir d'un cycle de 3, 4, X années de vie, on est capable justement de faire des choses intéressantes. Donc là, finalement, on arrive sur du CRM onboarding et on va aller essayer de faire ce genre de choses. Seconde partie, et là, c'est intéressant, effectivement, avec les partenariats qu'on peut avoir, peut-être un petit peu plus important que le seul bundle média et data et voir évidemment qu'est-ce qu'il est capable aujourd'hui de faire, ou voir Gamned aujourd'hui avec les éditeurs spécialisés du groupe. Et enfin, troisième chose, et qui a déjà été annoncé, c'est tout ce qui est navigation en facettes et navigation et information transactionnelle des sites e-commerce, les Relevancy, les Amazon, les Rakuten, etc. Ça, c'est effectivement un nectar, parce qu'on est sur de l'intentionniste qui a déjà un niveau d'information un petit peu plus poussé. Je veux un téléviseur, 4K, etc., etc. Et donc ça a de la valeur. Alors justement, puisque tu parles de valeur, c'est quoi les critères de performance pour le secteur high-tech dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale, André ? Alors ça, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, les plateformes prennent beaucoup de place, mais les annonceurs, les marques, deviennent de plus en plus mûrs sur les modèles d'attribution. Et les modèles d'attribution viennent directement impacter les différentes typologies de KPI qu'elles souhaitent mettre en place avec leurs partenaires médias, groupes médias. Par exemple, nous représentons 22 sites spécialisés, dont Phone Android, Tom's Guide, Tom's Hardware, d'autres sites très spécialisés dans ce domaine, avec des comparateurs et autres. Donc, les modèles d'attribution entre quelqu'un qui va consommer un review, un test qui va être très haut dans le funnel et arriver au last click, c'est très important de bien maîtriser toute la chaîne pour que les annonceurs puissent réattribuer la vraie valeur à des groupes comme nous, des groupes médias avec des journalistes, avec des contenus spécialisés,
il y avait un travail de fond par rapport à juste une conversion, un last click. Donc, en fonction de cet environnement, les KPI peuvent être très branding, dans certains cas pour les marques qui sont assez désintermédiées ou en lancement de produits ou en teasing. Et puis, on descend très rapidement dans des besoins de performance. Donc, on va accompagner les marques vraiment dans tout le parcours de l'utilisateur. Et on travaille aussi énormément, évidemment, sur la partie performance, acte d'achat et la mesure de cette valeur-là, avec de la data au travers d'un ensemble de sites spécialisés. Donc voilà un petit peu le... Merci André. Voilà. Damien. Ouais, alors, je rejoins ce que tu disais sur la partie à la fois branding, acquisition, parce que quand on parle de performance, effectivement, ça peut être n'importe quel type d'objectif. Une campagne de branding, on doit mesurer la performance. Après, c'est juste que les KPI ne sont pas les mêmes. Et comme on est vraiment en début de tunnel, on va dire, d'achat, les KPI ne sont juste pas les mêmes. Aujourd'hui, encore un peu trop souvent, je trouve, on attache une attention particulière aux sociodémos, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, si je suis une marque que je veux augmenter ma notoriété auprès des fans de produits IFI, le sociodémo, au final, il a peu d'intérêt. En tout cas, c'est notre point de vue. Je vais plutôt essayer de mesurer une sorte de couverture sur cible data sur les profils qui s'intéressent à la sociodémo. Très bien, en France, j'en ai X millions. Sur ma campagne, j'en ai touché Y millions. Et là, pour nous, je trouve que c'est une avancée un peu dans la mesure des campagnes de branding. Alors après, je passe les côtés performance en acquisition, parce que là, effectivement, aujourd'hui, sur le digital, tout est mesurable, que ce soit une visite sur un site, le temps passé sur le site, nombre de pages vues, nombre de produits consultés, le nombre d'achats, tout est mesurable. Aujourd'hui, le vrai challenge, c'est surtout sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui se passe entre les canaux, donc du on vers le off, de la télé vers le site, etc., etc. Donc ça, c'est tous les critères de performance qu'on peut aujourd'hui mesurer. Pas encore de manière unifiée, en tout cas, c'est compliqué, mais on y vient. Merci Damien. Alors, de ton côté, Romuald, c'est quoi les KPI que tu peux donner à un annonceur dans le cadre d'une campagne digitale? Déjà, je vais rejoindre ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'il y a ce qui est mesurable et ce qui est mesuré. Et malheureusement, il y a toujours une grosse différence. Et sur le marché, les acheteurs ne vont pas toujours demander exactement tout ce qui peut être fait. Mais ça ne vous aura pas échappé, les produits de ce secteur sont des produits onéreux. Donc forcément, il y a une base de branding qui est assez forte, notamment pour travailler sur la notoriété des produits et l'image de marque, sur les produits à destination des particuliers. Le branding va se faire notamment à travers de la vidéo afin de démystifier un petit peu la technologie et de faire ce fameux storytelling. Mais l'approche créative de la marque doit être forcément dans un cadre visible et donc forcément vu et complété. Maintenant, sur les produits à destination des professionnels, on est, comme je l'ai dit, sur une audience un peu plus spécifique. Et donc, il va y avoir un mélange entre branding et performance. Et effectivement, je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais on va regarder plein d'indicateurs autour de la performance et de la conversion. Et enfin, par rapport au point que j'évoquais en introduction, la fraude et la brand safety, on n'en a pas parlé encore trop aujourd'hui, mais ça va vraiment être des critères prérequis parce que ces annonceurs sont vraiment regardés sur ce point. Merci Romuald. Michael. Bon, j'arrive toujours en bout de chaîne, donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses aussi qui se disent. La prochaine, c'est pour toi. Allez. En premier. Ce que j'ai envie de dire juste, c'est qu'il y a à la fois des spécificités et à la fois un pilotage commun. C'est-à-dire que le pilotage commun, effectivement, une vidéo, il faut qu'elle soit vue dans un bon cadre, complétée, auprès de la bonne audience, etc. Mais ça, c'est transverse à tous les secteurs. Et le bout de chaîne, c'est la complexité qu'on peut avoir lorsqu'on est fabricant, qu'on a un site e-commerce, mais qu'on ne doit pas concurrencer les gros distributeurs à côté parce que c'est eux qui font vivre. Et donc derrière, quand on va parler acquisition, malheureusement, hormis un Devialet, un Dyson et puis des marques qui ont des canaux de distribution directe puissants, on va s'arrêter très vite sur finalement une visite avec un bouton où acheter le produit, avec des Swaven ou des Click to Buy qui vont renvoyer du trafic sur les revendeurs. Mais bon, on n'arrive pas quand même jusqu'au bout de chaîne. On va avoir dans le cadre de lancement ou dans le cadre de relancement ou d'opérations commerciales des ordres de remboursement qui vont un petit peu stimuler et impulser une dynamique pour faire en sorte que le produit soit acheté. Donc là, c'est assez spécifique. On est quasiment sur du lead gen, où on est sur de la visite qualifiée plus.
Et en amont, évidemment, c'est des KPI qui sont multisectoriels et qui, à mon avis, ne sont pas spécifiques au marché du high-tech. Merci Mickaël, je t'ai promis une chose, Ok, je la tiens. d'accord. La prochaine et dernière question, c'est toi qui commences. Est-ce que l'offre publicitaire digitale, et en plus ça tombe bien puisque tu es acheteur, Ouais. et ensuite ce sera à toi Damien de répondre, et je laisserai, les publishers techno répondre. La question est la suivante, est-ce que l'offre publicitaire digitale est à la hauteur des attentes du secteur high-tech? En fait, il y a déjà un prérequis, c'est de se dire qu'il y a le secteur high-tech, toutes les activations, les scénarisations de données, etc. Le high-tech est tout comme les autres secteurs, un secteur sur lequel il va falloir réfléchir pas mal en amont, éventuellement sur des études avec des teams TGI qui vont venir un peu nous nourrir la réflexion pour ensuite définir des segments. Et donc là, il y a déjà quand même pléthore d'offres, que ce soit les données Google, les Brightroll, les Amazon, etc. Donc ça, il y a déjà pas mal de choses. Moi, le Graal, effectivement, ce qui manque côté acheteur, c'est à partir du moment où on aurait des données transactionnelles d'un Fnac, d'un Darty, d'un boulanger, d'un gros distributeur physique, avec la possibilité de n'acheter que de la data et ensuite derrière, auprès des data d'encarté pour ensuite aller les toucher par ailleurs, ce serait formidable. Tout comme aussi avec les éditeurs. Et on comprend évidemment qu'on mixe à la fois du média et de la data, mais effectivement, dans un monde idéal, si je dois me prononcer en tant qu'acheteur, j'aimerais avoir uniquement la possibilité d'avoir de l'extension d'audience, ce qui est permis par exemple sur un GameNet et aujourd'hui les numériques, ou un TradeLab avec Webedia. Mais en tant qu'acheteur indépendant, effectivement, n'avoir que la data, évidemment être prêt à la payer pour ensuite l'activer derrière, sans avoir l'obligation d'y intégrer du média, effectivement, ce serait super. Merci Mickaël. Damien, ta vision des choses? Je confirme, c'est super. Voilà. C'était Le contraire c'était était étonnant. C'était une effectivement des principales raisons qui nous ont poussé à faire ce mouvement-là en fin d'année 2018, clairement. C'était pour nous une belle opportunité. Mais pour revenir effectivement à la promesse de programmatique et de la data pour un acteur du high-tech aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur ce que je disais tout à l'heure sur la consolidation et puis on va dire l'unification des différents environnements, qu'ils soient off, qu'ils soient télé, qu'ils soient... Parce que ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Mais les attentes des annonceurs sont aujourd'hui sont très élevées. Je pense pour une raison assez simple, c'est qu'ils ont investi pendant longtemps beaucoup en télé, médias de mass market. Et en arrivant sur le digital, se sont dit, bon, mais c'est super, on peut tout mesurer. Et y compris jusqu'à la vente en magasin chez nos principaux retailers ou distributeurs qui vendent nos produits. Et c'est vrai que là, il y a une forte éducation, aussi évangélisation sur tout ce qu'il est possible de faire et pas possible de faire, à la fois techniquement et légalement. Donc en gros, calmer leurs ardeurs un peu. Et les accompagner vers justement qu'est-ce qui est possible de faire. Parce qu'on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses, on en parlait tout à l'heure, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, il y a juste des cadres à respecter, que ce soit des termes légaux, des termes techniques. Mais ça, c'est... Nous, je sais que par exemple, l'année dernière, on a lancé une programmatique académie chez GameNet. Et sur 2018, on a vu passer plus de 100 annonceurs sur la programmatique académie. Donc ce qui traduit bien à un moment donné le besoin des annonceurs de comprendre ce qu'il est possible, ce qu'il n'est pas possible de faire et comment on peut le faire. Merci Damien. Romuald, alors, est-ce que l'offre publicitaire, à ton sens, est à la hauteur de ce que tu entends de la part des acteurs high-tech? En gros, quand ils te demandent un truc, tu leur dis, mais c'est possible. C'est possible. Voilà. Oui, alors après, je ne suis pas le seul pour juger, mais effectivement... Ce sera la même pour André d'ailleurs. Est-ce possible? Aujourd'hui, on en débat, c'est le sujet du jour, il y a des réponses qui sont précises. Après, est-ce qu'elles sont appliquées, est-ce qu'elles sont applicables? C'est un autre sujet. Aujourd'hui, le programmatique a permis plus de souplesse et plus de maîtrise côté agence et annonceur sur un certain nombre de domaines. Maîtrise de la data, maîtrise du ciblage, du budget. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Maîtrise de l'activation créa. Si je reprends par exemple Samsung avec ses récents couacs autour du Samsung Fold, ils ont pu rebondir très rapidement et sans le programmatique, ça aurait été compliqué. Donc, il y a quelque chose qui est très positif. Maintenant, c'est un secteur qui est très innovant. On l'a dit, il y a plusieurs raisons pour ça, mais forcément, ils vont demander une perpétuelle évolution. Donc, ils demandent à ce que l'offre, elle évolue avec eux. Et du coup, les acteurs technologiques doivent se remettre en question afin d'accompagner en perpétuel les annonceurs du secteur. Merci Romuald. André,
Tu auras le mot de la fin. Ah, c'est gentil. Je t'en Alors c'est vrai que d'un point de vue publisher et représentant autant de sites partenaires spécialisés, on se pose aussi la question de la data, mais la data, elle est quand même basée sur des cookies. Le cookies est quand même bien menacé. Donc, pour nous, en tant que publisher, nous devons prendre en compte l'évolution du marché. Et nous sommes assez protégés dans le sens où nous sommes très spécialisés dans des contextes très premium. Et ce que l'on voit, in fine, c'est comme une campagne sur une plateforme, un GAFA. Finalement, la créa, le contenu, in fine, c'est ça qui influence l'acheteur. Ce qu'il y a autour, c'est bien. On peut utiliser ça. Mais vraiment, là où nous travaillons aujourd'hui, c'est dans le premium, la contextualisation et l'influence de ces utilisateurs, de ces consommateurs, les accompagner avec des contenus de qualité spécifique. Donc la data, oui, mais la data est une partie. C'est bien pour de l'achat programmatique. Mais le corps de la conversion, de l'achat et de la vente et la performance de nos clients annonceurs vient d'un mix de multiples éléments. Voilà. Merci André, merci messieurs pour ces multiples éléments que vous nous avez donnés justement pour bien comprendre les enjeux autour de la data et du programmatique sur un secteur clé, à savoir le secteur high-tech. J'espère vous revoir bientôt. En tout cas, merci pour la qualité de nos échanges. Merci à toi. Ainsi s'achève ce débat autour du secteur high-tech en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Les acteurs high-tech ont besoin de récupérer les données liées aux intentions d'achat ou aux appétences des utilisateurs quant aux différentes technologies dont ils ont besoin. Et ce, que ce soit dans un contexte d'achat impulsif ou dans le contexte d'un achat raisonné. 2. La dimension performance est importante, mais la notion de storytelling est également un levier nécessaire pour permettre aux marques high-tech d'asseoir leur crédibilité quant aux attentes technologiques de leur cible. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Tilium et Gamnet pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard et le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels Smile Wanted et Vinmeiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.